Le premier président de l'État d'Israël, Weizmann, a d'ailleurs dans son premier discours a dit « Personne ne reçoit un État sur un plateau d'argent ». C'est ce que j'ai dit à Arafat. Mais lui, avec notre regard, il pensait que c'était des Juifs qui sont venus d'ailleurs. Il a oublié que la plupart des 700 000 Juifs sont nés là-bas. 16e siècle à Safed, il y a 10 000 Juifs. À Jérusalem, on peut prendre d'ailleurs les guides de l'époque ottomane. Il y avait toujours la majorité juive, toujours, depuis toujours, sauf une seule fois à l'époque des royaumes chrétiens de Jérusalem, parce que les chrétiens les ont massacrés. Donc, et c'est pour ça qu'il n'arrivait pas à créer. Je lui ai dit, pourquoi tu ne proclames pas l'État? Tu proclames. Quand on était en Tunisie, il a dit, je descends à Gaza. C'est ce qu'a fait Ben Gourion, lui, il a proclamé, il n'a pas attendu qu'on entérine. Il a proclamé d'abord. D'abord proclamé. Pourquoi? Parce que dans son subconscient d'ailleurs, qu'il partageait avec ses amis, il pensait qu'en attendant, il aurait tout. Il aura tout. Moi, ce qui m'intéresse dans ces conflits, que je suis malheureusement depuis plus de 40 ans, vous l'avez dit, c'est d'abord la paix. Deux choses qui me préoccupent. C'est la paix dans la région, parce que tout enfant qui meurt, que ce soit palestinien, israélien, hein, c'est un enfant qui meurt. Et nous savons, nous, tous ici, hein, que toutes les guerres finissent par la paix. N'est-ce pas? On a eu en France la guerre des 100 ans, Belfast, entre deux communautés parlant la même langue, protestants, catholiques, 100 ans de massacre. Donc, moi, je ne voudrais pas attendre encore 40 ans de massacre au Proche-Orient pour que ça ne s'arrête pas. Donc, là, je suis d'accord avec Dominique. Je pense qu'au Proche-Orient, il faut être courageux. Le courage ne paye pas toujours, en politique. Mais il faut le faire. Il faut le faire. Je pense qu'il faut parler avec Hamas. Moi, je ne suis pas un homme politique. Je suis allé à Damas pour discuter avec Khaled Meshal, le chef de Hamas. Et le fait déjà qu'il m'ait parlé, en sachant que je suis pro-israélien et que je suis juif, ça prouve qu'il évolue. Cela dit, ses idées sont aujourd'hui comme celles d'Arafat il y a 30 ans. Et puis, deuxième chose qui me préoccupe, c'est ici en France. Nous ne sommes pas en dehors des conflits. Non pas parce que nous sommes préoccupés par tous les conflits du monde. Parce qu'en France, si on veut ou non, il y a des musulmans et il y a des juifs. Et si nous ne voulons pas mobiliser tous les policiers de France et de Navarre pour protéger les synagogues et les mosquées, il faut qu'on se calme un peu et qu'on commence à parler, non pas d'accuser tel ou tel, mais chercher une solution. Et là, je pense que dans quelques mots qui sont dits ici, je crois qu'on pourrait se mettre d'accord là-dessus. Jean-Michel Riem. Moi, je suis né après la guerre et j'entends ce débat et ce discours, pour ainsi dire. Jeune. Oui. Depuis que je suis né, c'est-à-dire que j'entends la même chose. Alors, si je m'élève un peu au-dessus de la discussion purement quel est le bien, quel est le mal, etc., je trouve qu'il y a une chose intéressante. Il y a deux catégories qui existent depuis longtemps, c'est les pulsions de vie et les pulsions de mort. Et il y a une troisième catégorie qui, dans tout ce type de conflit, arrive, c'est la pulsion de haine. Et cette pulsion de haine, elle est évidemment quelque chose qui assassine tous les raisonnements, qui coupe toutes les voies les plus pacifistes ou celles qui sont les plus raisonnables. Il y a quelque chose, je ne sais pas si c'est dent pour dent, œil pour œil, je ne sais pas, il y a quelque chose qui est assez intéressant. Ça s'est arrêté, je ne sais quelle cautérisation entre les protestants et enfin toutes les guerres dont tu as rappelé les catholiques, mais là, je vois bien dans ce que vous dites et dans ce que tout le monde dit, qu'il y a quelque chose, d'un coup un énervement, il y avait des kamikazes, c'était des salauds, c'était pas des gens qui venaient pour le bien, et tout d'un coup, il y a une espèce de prise à partie émotionnelle qui est cette pulsion qui n'est ni de vie ni de mort, parce qu'on ne peut pas dire que ici et là, on veut que l'un des deux peuples meure, on ne veut pas non plus tout à fait qu'ils vivent, mais on est dans une relation conflictuelle de la haine. Ça, c'est un premier point. Je ne sais pas quel Boris Cyrulnik ou psychanalyste pourrait peut-être apporter une réponse qui ne serait pas celle qui est dans ce débat ici. C'est assez intéressant à peut-être regarder. Et la deuxième chose, c'est... Je suis très étonné dans tout ce que je lis et dans tout ce conflit, car moi j'ai beaucoup d'amis, et à Ramallah, et le théâtre Cameri de Tel Aviv, etc.
On n'entend pas les gens qui, justement, n'ont pas cette pulsion de haine. On n'entend pas les gens qui disent « on en a marre de ça ». J'ai eu un immense plaisir au moment de Rabin et tout ça, de tout d'un coup sentir que ça s'était évanoui, parce qu'il y avait tout d'un coup une espèce de chose plus forte qui passait au-delà de la pulsion de haine, qui serait une pulsion, pardon de ce moment un peu de scoutisme, mais d'amour ou d'humanité, qui avait dépassé la pulsion de haine. Aujourd'hui, je n'ai pas entendu, ni lu nulle part, les gens qui ont dit d'un côté et de l'autre, on en a marre, c'est plus ça qu'on veut, c'est plus ni les bateaux remplis de bombes, ni les commandos qui arrivent et qui tirent comme ça, formés. C'est très curieux, on est toujours dans l'analyse de la pulsion de haine, mais pas dans la pulsion de tout d'un coup arrêter. Et il y a beaucoup de gens, aussi bien en Israël. Je pense à quelqu'un qui est mort, un grand auteur, qui est Hanok Levin, qui était un auteur israélien, pro-palestinien, qui a écrit des pièces sublimes. Je pense à cet orchestre magnifique où il y a des Palestiniens et des Juifs. Tout ça n'existe plus. Oui, tout ça n'existe plus. Pourquoi aujourd'hui on n'entend pas ces voix-là qui sont nombreuses? On ne les entend pas. On ne les... Quand on disait tout à l'heure, tu disais, Yann, on regarde le détail, le truc, le machin. Mais ça, c'est énorme, ces gens-là. C'est énorme, cette voix. Ces voix existent, on ne veut pas les entendre. Mais on ne les entend pas. Parce qu'on ne les entend pas, on ne veut pas les entendre. Non, mais c'est ça, ça reste donc dans ce rapport, peut-être aussi un peu pour faire vendre du papier journalistique, c'est de l'événement, c'est de l'esbrouf, on y va, les photos de commando, et ça fait du spectacle, etc. Mais ceux-là qui ne font pas de spectacle, c'est ceux qui dépassent la pulsion de haine, qui quand même est un moteur... assez médiatique et qui fait peut-être le plaisir de beaucoup de gens. Voilà. Et je me demande vraiment cette pulsion-là, si elle pourra un jour s'arrêter, peut-être parce que quelqu'un ou deux personnes, parce que les gens sont fatigués. Oui. Jean-Paul Lescaut. Non, vous laissez passer. Agnès, oui, non? Moi, je dirais juste un tout petit mot, c'est que effectivement une commission d'enquête indépendante, je crois, s'impose. Et puis essayer de voir s'il y a eu... C'est infantiliser un État. Si au moment du Rambo Warrior, vous aviez dit à Mitterrand, c'est l'ONU qui va s'en occuper, Mitterrand, vous aurez quand même renvoyé dans vos cordes. C'est pas un enfant, l'État d'Israël. Il y a une nuance. Si on peut avoir une commission d'enquête indépendante... Une nuance de taille. Et quand même quelque chose de souhaitable. Ensuite, ce qui est sûr, c'est que là où je vous rejoins, c'est qu'on n'a aucun intérêt, nous en France, à ce que ce conflit continue à s'enliser et s'envenime. Et je crois que partout dans le monde, on a intérêt. On n'a aucun intérêt. Ça n'arrête pas les débats. Enfin, c'est très curieux. Il y a quelque chose, il y a une nourriture. Il y a une nourriture qui, quelque part, doit arranger les gens pour que ça continue. Est-ce que tu ne penses pas, justement, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est parce que dans ces conflits, il y a des Juifs? Non, ça veut dire quoi ce que tu dis? Ça veut dire quoi? Il ne faut pas tout ramener à cela. Justement, il faut être capable d'apprécier ce qui change dans ce conflit. Pourquoi, dans ces conflits, il y a cette pulsion qu'on ne trouve pas dans d'autres conflits. Oui, on retrouve cette pulsion dans d'autres conflits. Mais il y a quelque chose qui change. Même à l'époque des Vietnam, il y a quelque chose qui change profondément. Et moi, j'ai suivi ce conflit, jeune diplomate à l'ambassade de France à Washington. Je suivais le Moyen-Orient au début des années 80. C'est dire qu'effectivement, je pourrais avoir ce sentiment de répétition. Je crois que ce dernier drame marque un tournant.